de Rémi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de jeux de rôle. Comme je vous l'ai dit durant la vidéo sur en avant, j'ai fait dans ma vie beaucoup de jeux de rôle et c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. J'estime que chaque personne a quelque chose de différent à trouver dans le jeu de rôle. Plutôt que de vous donner juste mon avis sur un certain nombre de choses et vous parler juste vous et moi, j'ai trouvé que pour une introduction c'était plus intéressant de faire une sorte de mini-débat. J'ai donc invité deux intervenants qui vont répondre avec moi à une dizaine de questions. Allez, c'est parti! Je vous présente mes deux super invités du jour, Laurel. Salut. Et Kurogi. Salut. Et du coup, c'est parti pour la première question. Je voudrais que pour cette première question, vous me parliez chacun de votre première expérience de jeu de rôle. La première fois que j'ai fait du jeu de rôle, donc j'étais en première année de prépa, et un gars de ma classe a voulu monter un groupe de jeu. On était donc 5 personnes intéressées. Il était super entraîné et nous on était tous débutants, donc il a vraiment porté toute la table, tout le système. Il nous a aidé à faire tout du long à comprendre comment fonctionnait le jeu de rôle. C'était très casual et on n'était pas très bon. On s'est bien amusé au final et on avait des tables très régulières, on faisait tous les jeudis 4h30, donc c'était plutôt pratique pour bien suivre tout ce qui se passait. Et puis pour progresser aussi. Moi c'était en première année d'école d'ingé. C'était avec que des élèves de mon année. On a fait une table, alors à l'époque c'était du Pathfinder première édition. Alors mon personnage c'était une petite gnome voleuse, c'était rigolo, on savait pas encore très bien jouer, comment optimiser les stats, ce genre de choses. Je me rappellerai toujours, on avait roll nos caractéristiques pour ces personnages-là. Et l'un d'entre nous, il avait roll des caractéristiques, elles étaient fabuleuses, il était quasiment au max partout. Sauf une où il était quasiment au minimum. Bien sûr il a mis en intelligence, parce que sinon ça marche pas bien. Et du coup c'était le lanceur de sorts qui était ultra charismatique, ultra sage, ultra tout ce que tu veux, mais débile. Moi c'est un petit peu différent parce que ma première expérience c'était en famille. En fait on était très fans du Donjon Nullbuck et ils ont fait un système de jeu de rôle qu'on a découvert à ce moment-là. Et du coup c'était mon papa le maître du jeu et je jouais avec mes deux petites sœurs. Voilà, c'était assez particulier. Bien pas balance. Ah oui non, et puis pas balance et en plus c'est pas très drôle parce que soit tu rates soit tu crites mais en fait tu rates vraiment souvent. Ouais. Non ça c'est drôle. Mais non tu touches jamais en fait. Bah, non ça va. C'est vrai que c'est le moment où tu touches, tu fais la moitié du combat en un seul coup. Mais ce qui est marrant avec le Donjon Nullbuck, enfin de ce que j'en avais fait un livre de l'aventure de Gurdil. C'est surtout qu'ils adaptent leur système qui est assez simple. Ils l'adaptent à plein de situations très stupides Ah bah oui. où ça se prête un peu mieux. C'est le combat qui est pas trop. Non, le combat est pas drôle. Par contre, moi effectivement, j'ai joué sur une autre table après un gnome qui parlait pas le commun et c'était vachement drôle. Oui, mais ça Oui, mais j'avais pris du dessin. Mais ça c'est le RP qu'il y a derrière qui l'a rendu drôle. Oui et non, parce que du coup, j'étais intelligente. J'étais la personne la plus intelligente du groupe et il fallait que j'arrive à communiquer avec les autres. Et c'était vachement drôle. Nous quand on avait fait... Non, je savais dessiner, donc je faisais du Pictionary. Nous quand on avait fait du Nullbuck, on l'a fait pendant longtemps, jusqu'au niveau 3 ou 4. Mais le système avait été patché dans tous les sens, c'était beaucoup plus faisable. Et il y avait un peu moins de disparité entre les classes. Je prenais plus de dégâts de la part de mes collègues que les autres, c'était trop bien. Ma question suivante, c'est sur votre meilleur souvenir. Quel est votre meilleur souvenir, le combat le plus épique, le truc le plus random que vous ayez fait? Ok. Alors je vais un tout petit peu censurer le récit, mais quand même. Donc j'étais maître du jeu dans une table, on va dire bac à sable, c'est une table qui est vraiment très très permissive. Et à un moment, il y a un personnage qui se retrouve dans une tour de l'horloge et qui a plusieurs actions possibles pour le moment. Quelle table tu parles? Qui a plusieurs actions possibles pour le moment, mais qui n'a pas beaucoup de temps, puisqu'un des autorités sont en train d'arriver vers le lieu et vont ouvrir la porte d'un moment à l'autre. La personne, donc l'horloge venait de se mettre en marche, les mécanismes se sont mis en marche devant la personne, et la personne a dit j'ai envie de bloquer les mécanismes. Ok, vas-y, bon, action numéro 1, je mets des cailloux. Les cailloux sont broyés, il y a du sel qui ressort de l'autre côté, je comprends. Action numéro 2, je mets le bâton que j'ai ramassé. Le bâton se fait éclater en lambeaux et il y a de la poussière de bois de l'autre côté. D'accord, action numéro 3, je vais mettre une partie de mon corps dans le mécanisme, dans les rouages, et ce système dit que quand tu fais un critique divin. Mais vraiment, c'est le critique est très dur à faire, il y a une chance sur 6000, mais quand tu le fais, je crois que c'est 6000.
Mais quand tu le fais, il est vraiment récompensé. Le personnage devient virtuellement indestructible, peu importe la situation dans laquelle il va s'en sortir au moins pour l'action même, voilà. Et donc la personne a fait un critique, évidemment, très évidemment, et a réussi à éclater l'horloge de la tour de l'horloge en mettant des parties de son corps. Le tout accompagné d'une musique de son choix qui était la musique de la soupe au chou. Donc j'étais là en train de réagir à la situation sur la musique de la soupe au chou. Et le point culminant, c'est que quand j'arrive à la fin de mon explication, arrive la fin de la musique, et les deux PJ qui me regardent avec des yeux de poisson plein d'admiration. Parfait. Moi, mon meilleur souvenir, je pense que c'est la table où on jouait des animaux mignons. C'était tellement épique. Je jouais un furet né jeu d'Istral et je jouais cette petite animal mignon. Et au début, le principe c'était vraiment qu'on jouait des animaux qui étaient mignons et qui étaient censés le rester. Et ça, c'était censé parce que nous, quand même, avec mon groupe, on avait une oursonne et puis je sais plus. Mais on a quand même kidnappé une petite fille. On l'a élevée façon un peu Tarzan et après on l'a ramenée en classe. On était camouflés et on volait des bonbons à ses camarades pour les lui donner. Voilà, on avait notre petite fille de compagnie. Cette table était géniale. C'était une table où c'était un scénario où tu avais plusieurs groupes de joueurs qui évoluaient dans le même univers. Il y a eu des révolutions d'animaux mignons. C'était fantastique le principe. Moi je jouais un chat à l'époque sur cette table. Pas dans ta non, table. on n'était pas ensemble. Et il y avait qu'un seul groupe qui était des animaux mignons à la fin. Meilleur souvenir à moi, c'est dans un jeu de ce style où on évolue dans un monde, donc celui-ci il est plutôt monde médiéval, fantastique, classique, enfin entre guillemets classique. Et on est, je crois qu'on était 4 groupes de 3 à 5 PJ qui évoluaient en parallèle de ce monde, c'est là où tu jouais le nain. Ouais. Et moi je jouais je pense, un Shugo, donc pour ceux qui connaissent dans Aion il me semble. Et maître en magie. Et en fait c'était une table où on pouvait absolument faire tout ce qu'on voulait, c'était ultra permissif, le système il était custom et tout. Et on avait récupéré, genre, première table du premier scénario, une pierre à vœux. Donc on avait un vœu. On s'était renseigné un peu dessus, le but c'était qu'on l'utilise pour gagner le combat, parce qu'apparemment c'était trop dur. On a défoncé le combat évidemment. Et on a gardé notre pierre à vœux pendant 2 saisons entières. Donc pendant 2 ans en fait, on l'avait dans notre inventaire. On avait fait des recherches dessus, comment ça marche, comment maximiser les effets. Donc ça dépendait du porteur, donc on a attendu d'être suffisamment puissant pour le faire. Puis à un moment on tombe sur une espèce de puits de mana. Puissance illimitée quoi. On est là en mode... On a fait la ville du futur, elle se reconstituait toute seule, elle marchait toute seule, elle avait une protection toute seule, elle avait une tour de magie avec des trucs qui tournaient autour. Des drones, ouais, c'était trop bien. On a passé genre, je sais pas, une dizaine d'heures à la designer sur papier, à designer le vœu qui allait avec pour pouvoir le faire. Ah oui, la phrase, mais ça leur a pris des semaines, ils étaient tous là à s'envoyer des messages et tout sur le sujet. D'accord. Et j'ai une mention honorable aussi pour une de mes meilleures expériences de jeu de rôle. J'ai eu l'occasion de faire une table Pokémon. Et faire une table dans un univers qui nous parle, qui nous plaît, c'est toujours vraiment mieux. Donc la table Pokémon, c'était l'un de mes meilleurs souvenirs pour ça. J'étais avec un co-PJ qui était pareil, ultra fan de Pokémon. Et à chaque table, on faisait la séance. Et ensuite, le soir, donc j'habitais trop loin, je rentrais chez ce co-PJ, je dormais chez lui et le lendemain, on allait en cours. Et pendant 2 heures, on débriefait, on jouait... Des plans sur la commande de qu'est-ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qu'on allait faire. On jouait sur les règles, on essayait de trouver comment faire notre level up, ceci, cela. Et du coup, on se préparait de plus en plus. Et au final, dans cette table, j'ai réussi à créer un personnage donc, qui avait les classes de Psychis, de Warper, tout un ensemble de classes qui lui permettaient d'être ultra discret, de se téléporter, d'être un infiltrateur parfait. Donc je me baladais, j'envoyais mes Pokémon, j'ai changé de place avec eux, je peux téléporter dans la pièce voisine et j'essayais de voler à peu près tout ce qui tombait sous la main, c'était vraiment incroyable. Pokémon Tabletop United. Ouais, c'est ça, pour c'était... Ma troisième question, c'est le personnage que vous avez préféré jouer. C'est pas tout à fait pareil que la précédente, puisque c'est pas forcément le personnage que vous avez vraiment préféré qui a fait l'action la meilleure dans vos tables, mais celui que vous avez préféré jouer. J'aime beaucoup un des personnages que je joue. Ouais, un des personnages que je joue récemment, c'est Tassara sur table qu'on a avec Alice sur Pathfinder 2. C'est une magicienne, assez basique. Bon, elle se bat un peu au corps à corps avec une faux, mais ça c'est normal. Et en fait, c'est juste une magicienne qui recherche la puissance. Et c'est tellement jouissif à jouer en fait.
t'as tous les choix que tu peux faire de moralité, de bien, de mal, tout ça. Ça rapporte de la puissance, je le fais, sinon non. C'est très 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 jouissif. Je pense que mon personnage que j'ai préféré jouer, c'est aussi sur cette table. Je joue un champion du savoir et de la connaissance. Champion équivalent paladin. Ouais, mais je suis pas loyal bon, donc je suis pas vraiment paladin. Mon but dans la vie, c'est de dispenser la connaissance parce que j'estime que c'est en sachant qu'on devient puissant. Voilà, et que personne ne doit être laissé dans l'absence de connaissance, tout le monde doit savoir. L'ignorance, ouais. Alors, mon personnage est multiclassé barde parce que du coup il peut chanter des chansons pour apprendre des choses aux gens. Non, c'est l'inverse. T'es Ouais. barde et t'es multiclassé paladin. Oui, mais c'est. Enfin, dans ses actions, il est clairement l'inverse. Puisqu'il a été élevé par des paladins justement de cet ordre-là, et du coup, bah, c'était dans son éducation en fait, tout simplement. Son idéologie. Oui, mais même au-delà de ça, ça vient de son éducation. C'est pas un jour il a eu la révélation, si tu veux. Et fun fact, à la dernière table, mon personnage a échangé de la connaissance, un sort qu'il avait appris. Qu'elle avait appris, donc elle l'a plus, elle a perdu la connaissance contre un objet magique. Okay. Et j'ai choqué son personnage. Ah, je suis tombée dans les pommes. Alors, c'est quoi la race de ton personnage dans ce truc-là? Ah ben, c'est un gobelin. C'est un gobelin, c'est bien ça, parce que moi j'entends cette table de temps en temps et on me parle d'un gobelin qui essaie d'inculquer tout ce qu'il peut à tout ce qui bouge. Oui. L'image est drôle. Bah écoute, et à la dernière table, il s'est passé un truc magique. On a fait une pseudo-comédie musicale à base de rythme, de conteurs et de danseurs. Et j'ai crit sur mon jet de représentation. Et du coup, mon dieu s'est tourné vers nous et nous a applaudi. Voilà. Donc moi, mon personnage préféré, le personnage que j'ai préféré jouer, donc c'était aussi dans une table bac à sable. C'était un lutin dans l'univers de Zelda Majora's Mask. Et il avait un gameplay basé sur les obals de Dofus qui ont 3 masques. Un masque où ils sont peureux, effrayés et ils restent à distance. Un masque où ils sont stoïques et assez neutres. Et un masque où c'est des gros tarés, des psychopathes. Et de temps en temps, je choisissais de mettre un masque ou de changer de masque de manière un peu aléatoire. Et à un moment, j'avais choisi, donc très tôt, première table, j'avais choisi de prendre un masque, donc le masque du psychopathe où j'étais juste un sale gosse, j'essayais d'embêter les autres de manière violente et agressive. Donc je m'amuse à péter des carreaux chez les voisins et ça déclenche toute une petite série d'événements totalement random qui m'amène à tuer l'un des trucs les plus puissants qui existent sur le monde de Terminal, le monde de Zelda. Et sur lequel j'ai loot un objet. J'ai eu un seul objet pendant toute la table, c'était cet objet-là. Ensuite, tout le reste de mon personnage, c'était sa folie, sa bipolarité, notre tripolarité. Et ça m'a amené tout au bout jusqu'à la fin de la table, jusqu'à la résolution du dernier événement. Alors que mon COPJ qui essaie d'être rationnel et de bien réfléchir, lui il s'est fait poutrer à la fin, il a été récompensé de tous les efforts qu'il a menés par une mort sans aucun retour possible. Sans panache. Voilà, et pas avec panache, avec panache. Oui, mais sans retour. Et le personnage, donc les lutins sont des personnages pas trop compris, un peu mystiques dans cet univers. Donc j'avais un personnage que personne comprenait et je jouais de manière chaotique. C'était merveilleux, c'était vraiment le meilleur truc à jouer. Pour info, il me semble que c'est un système custom. C'est un système custom. Ouais. Fait par l'un des ingénieurs intellectuels. Ouais, un Et très spoilant, donc je peux pas donner beaucoup de détails malheureusement. Mais c'était cool. Si un jour vous avez l'occasion. C'est un bon système. C'est ça, pour les gens qui nous connaissent IRL ou même qui veulent des infos, n'hésitez pas à me demander si je peux vous les donner, je vous en donnerai des infos. Sur un système ou sur un autre. Oui, exactement. Quatrième question, quand vous faites du jeu de rôle, qu'est-ce que tu attends dans une séance? Qu'est-ce qui pour toi ferait qu'une séance est réussie? Alors déjà cette question a plusieurs réponses selon le type de table. Mais pour toi personnellement oui, déjà. même. Genre typiquement t'as des one-shots, tu n'attends pas la même chose d'une séance en one-shot que d'une séance au cours d'une campagne. C'est comme pour des animés par exemple, pour le cas facile, t'as des animés qui sont très courts, genre on peut même parler de films courts, où t'as tout qui est en condensé dans une histoire, et t'as des mangas qui durent très longtemps avec des épisodes filler de temps en temps, où c'est un peu plus long. On va dire Death Note qui a je sais plus 25 épisodes contre One Piece qui en a 500. Je sais pas de quoi tu parles. Au moins 500, je sais pas combien ils en sont. Par exemple. Ça va, moi j'ai eu une leçon dans l'une des tables que j'ai jouées.
Ce que j'attends dans une table, c'est de jouer avec le MJ au lieu de contre. Alors, il y en a qui vont pas voir les choses comme ça, mais moi ça m'a vraiment posé problème de jouer comme ça. À une de mes tables, le MJ essayait de plus en plus de nous résister parce qu'on devenait un peu trop puissant, et plutôt que de monter l'univers autour de nous ou de nous ramener vers une situation plus calme, plus posée, où on aurait nous-mêmes nerfé notre équipement et notre composition. Un consensus. Il a juste été de plus en plus vicieux et retors contre nous. Il a essayé de gagner sans nous montrer toutes les informations. Donc quand chacun a ses cartes en main sans les montrer à l'autre, c'est pas très agréable. Quand en plus d'un côté il y en a un qui a l'omniscience et l'omnipotence du MJ, là ça devient vraiment très dur. Et donc c'était beaucoup de boulot pour résister. C'était très pénible de subir, et au final ça a fini par détruire la table. De manière générale, une table de jeu de rôle, comme n'importe quelle activité en commun avec des gens, le but c'est de s'amuser ensemble. Ouais. Donc à partir du moment où, à la fin de la table, je me suis amusé ou j'ai passé un bon moment, bah c'est bon en fait. Il y a un maître du jeu qui nous avait dit une fois en début de campagne, campagne qui a été écourtée malheureusement, mais qui nous avait dit comment est-ce que je vois le fait d'être maître du jeu. On va essayer de rêver tous ensemble et d'écrire une jolie histoire, et les règles sont là pour qu'on soit d'accord sur à quelle vitesse on avance dans cette histoire et à quelle distance on lance les cailloux dans cette histoire. Ça me semblait être la bonne philosophie, et quand j'ai été faire le MJ après, c'est comme ça que j'approchais les choses. Du coup, j'ai tendance à être beaucoup plus permissif que d'autres qui vont être beaucoup plus avec le système. Le MJ qui en question était très avec son système d'ailleurs, mais chacun quel que soit le système d'ailleurs, que le système soit très autour des règles ou très permissif de base. Donc moi j'ai tendance à être plus permissif, mais de manière générale c'est une philosophie qui va être très, très agréable à vivre pour quasiment tout le monde, sauf les quelques perfectionnistes qui de toute façon se retrouveront très bien eux-mêmes dans les règles et pourront voir les dépassements. Il y a toujours différents types de MJ, différents types de joueurs. Évidemment, et il faut toujours trouver les gens qui vont bien ensemble, parce que c'est pas parce qu'on s'entend bien qu'on va passer une bonne table ensemble. Faut bien s'entendre, mais surtout faut se mettre d'accord. Genre typiquement ton exemple de tout à l'heure sur Pokémon où ça se passait pas très bien. Vous pouvez faire une escalade de la violence entre le PJ et les MJ, mais il faut que déjà ce soit annoncé, ce soit accepté par l'ensemble des gens, les deux parties, et que ce soit. Enfin, les deux, même pas tout à fait, parce que si t'as un PJ qui est pas d'accord, en attendant, c'est pas fun pour lui. Après, c'est plus facile à dire après qu'avant. Et d'ailleurs, un autre truc que j'attends d'une séance de jeu de rôle, c'est que la personne qui a envie de faire du slice of life et de cuire des cakes pendant 2 heures sur 4 n'accapare pas 2 heures sur 4 de la table de jeu de rôle. Alors moi, ce que j'attends, c'est que tout le monde ait son moment de gloire, en fait, quelque part, même si c'est un petit truc, que chacun ait eu sa part à l'aventure, que tout le monde ait pu briller un minimum, faire au moins un jet où c'était vraiment lui qui pouvait le faire, etc. MJ compris, hein. Donc que ce soit dans du combat ou dans de la recherche, etc., c'est pas très important, mais ce qui compte, c'est que pour moi, tout le monde puisse avoir fait quelque chose. Pas que ce soit forcément un truc extraordinaire, mais tout le monde ait pu faire quelque chose. Qu'il n'y ait pas quelqu'un qui dise « ouais, je me suis amusée à vous regarder, mais j'ai rien fait ». Et ça m'est arrivé pas mal sur certaines tables, parce que mon perso n'était pas adapté à cette situation, ou à cette situation qui se présentait. Oui, mais là, on revient sur la même question de tout à l'heure. Est-ce que ça arrivait sur une table one shot ou sur une campagne longue? Je sais pas, ça arrive de temps en temps sur une campagne longue, c'est chiant, mais c'est pas très grave. Ouais, mais ça arrivait trop souvent. Oui, ouais, sur une campagne longue. C'est ça. Et du coup. C'est vrai que pour le coup, un maître du jeu qui arrive à bien organiser les moments de gloire de chaque joueur, c'est toujours très agréable. Après, faut pas que ça tombe dans du forcé. Non, mais bien sûr que non. Ça, c'est ton énigme, ensuite, ça, c'est la tienne. Ouais. Mais c'est vrai, quand les maîtres du jeu savent très bien le faire, c'est toujours agréable à vivre. Après, je suis plutôt quelqu'un qui va jouer support dans League of Legends, ce genre de choses, qui a aucun problème à voir l'autre faire son grand moment de gloire et être sur le côté en train de regarder. Donc, j'ai pas vraiment cette attente-là. Tu as participé. Non, vraiment, j'ai pas forcément cette attente-là d'avoir un truc, mais je comprends. J'ai fait des tables où j'ai tout raté mes jets, et où je n'ai donc littéralement rien fait, et c'est extrêmement frustrant. Après, c'est frustrant. T'as pas de chance, t'as pas de chance. C'est aussi un côté frustrant du jeu de rôle, c'est de temps en temps. Ça veut pas. C'est pas t'es champion du monde d'athlétisme et tu te casses une cheville une fois sur 20. Voilà. C'est ça, c'est un peu nul quand même. Au hasard. Alors, justement, la question 5. Ouais, dis-moi. Quelque chose qui pourrait vous gâcher une séance. Quelque chose qui pourrait me gâcher une séance, c'est un co-PJ ou un MJ
qui ne veut absolument pas écouter les autres. Pas dans le sens où il va écouter ce qu'on lui dit et ensuite choisir de ne pas suivre ça, aller à l'encontre, prendre une décision qui nuit au groupe, ce genre de choses. Non, vraiment, ne même pas avoir l'air d'entendre ce qu'on lui dit. Exemple, j'ai fait une table de jeu de rôle où l'un de mes co-PJ voulait faire cuire des cakes pendant 2 heures. Le reste des 2 heures, il les occupait à coiffer ses Pokémon. J'ai aucun problème à ce qu'on soit pacifiste. On n'a pas envie de faire battre ses Pokémon. Jouer à Pokémon Tabletop United, c'est oui, très très bien. C'est un bon système. Il n'y a aucun problème à vouloir groomer ses Pokémon, faire des compétitions de beauté, leur donner des apéricubes pour qu'ils soient plus lisses. C'est pas grave, aucun souci. Ouais, aucun souci à ça. Mais c'est vrai que si on utilise 2 heures sur les 4 heures du temps de jeu de rôle en explication de comment est-ce qu'on fait notre recette d'apéricube au poivre pour que le pelage du Pokémon soit plus lisse, la 7ème séance d'affilée, c'est chiant. Surtout quand en face de ça, il y a 2 PJ qui sont en train de se taper toute la Team Rocket parce que c'est une aventure pour 3 et que le 3ème est en train de donner des apéricubes à ses Pokémon. C'est vrai. Bon. Ça me rappelle une table où j'étais cuisinier, où pareil, je passais du temps à designer ce que je mettais dans les repas. Oui, mais tu le faisais sur le bord et à la fin t'arrivais en mode voilà, j'ai préparé ça. Ah, mais il fallait surtout pas que les autres le sachent avant de manger. Ça, c'était C'est important, sinon ils auraient pas mangé. Et puis moi à côté qui essayait de contrecarrer, de faire de meilleures recettes parce que j'étais la vraie cuisinière. Tu pouvais pas. Il y a un autre détail horrible, c'est que dans ce système-là spécifiquement, donc c'est un cas particulier, c'est quelque chose que je ne retrouverai pas forcément ailleurs, mais dans ce système-là, l'XP est divisé. C'est pas chacun gagne tant, c'est pas par milestone ou ce genre de choses, c'est vraiment chaque événement qu'on va provoquer va nous faire de l'XP. Si on provoque rien, on n'obtient rien, donc on va XP. Et comme il était avec nous tout le temps, en plus de prendre du temps, il prenait de l'XP. Mais dans les combats, il participait pas parce que ses Pokémon risquaient d'être blessés. Du coup, on était 2 sur des événements pour 3 personnes, on se faisait casser la figure pour à la fin récupérer 2/3 de ce qu'on devait récupérer. C'était... C'est un PJ qui joue pas le jeu. Oui, mais je l'ai eu sur des tables à moi. Alors, il y a une fois où ça s'est très bien passé, c'était un one-shot et j'avais accepté. Mais il nous a quand même bousillé une campagne complète avec plusieurs personnes. Est-ce que c'est le même que moi? Bah oui. Ok, d'accord. Bon, passons à autre chose. À quel point est-ce que c'est marquant ce genre d'événement? Le co-PJ avec qui ça nous est arrivé sur la table Pokémon, avec qui on a subi le 3ème, on en a parlé des heures et des heures et des heures, on peut tenir une journée entière sur les des jours après, des mois après, des années après. C'était on est un peu salé peut-être. C'était il y a 4 ans et demi et on peut encore parler dessus en ayant le sang chaud. Donc. Tu essayes de faire des trucs et à chaque fois que tu lances le dé, le jeu te dit non. J'ai un personnage, il est mort comme ça, j'en avais marre, il l'a testé pendant un combat. Et j'avais un personnage, un lanceur de sorts, une sorcière. J'adorais jouer les sorcières dans PF. Des buffs, je te mets des malédictions, je fais des trucs. Puis à la fin du combat, l'autre est une larve sur le sol en train de remuer, tuez-moi. Et toi tu rigoles et tu envoies ton barbare le terminer. C'est vraiment très drôle, tu mets une malédiction sur quelqu'un, ça dure un tour. Ah, c'est pas long. Oui, mais si tu rigoles au début de ton tour, ça dure un tour de plus. Je vais ricaner un petit peu. Quand il fait RP, c'est trop bien. Oui. Enfin bon, et sur un combat, j'ai lancé genre au moins 7-8 sorts et ils ont tous fail. C'était horrible. Mon personnage a fini par mourir à la fin parce que vraiment il faisait rien. Le combat n'avançait pas, on n'arrivait à rien. Et après ça, ils ont loot un parchemin pour me ressusciter. J'étais là en mode non, j'en veux plus. Il y a quelques années, il y avait une petite pratique sur Tumblr où les gens prenaient des photos de leur dé sur une feuille avec marqué l'action qu'avait fait le dé, et c'était du dice shaming, et du coup il y avait des dés avec marqué j'ai tué l'ensemble de notre groupe en ne faisant que des 1 sur les jets de soins, j'ai tué tel perso en lui faisant se fouler la cheville alors qu'il était champion d'athlétisme, et que des trucs comme ça. Quel est ton style de système préféré? Du coup, j'ai déjà répondu un peu plus tôt, c'était les systèmes bac à sable. On y a déjà répondu, je suis sûr. Non, en fait... C'est vrai, pas vraiment. Je vais donner la réponse. Donc, c'est les systèmes bac à sable, les systèmes où vraiment tout le monde peut faire son histoire tous ensemble et où le MJ est plus le chef du troupeau que le cadre carré des règles. Parce qu'en général, ces systèmes-là qui peuvent beaucoup évoluer pour suivre la volonté des PJ et même contre leur volonté parfois, mais avec leurs actions. Des
des fois il y a des conséquences auxquelles on ne s'attend pas. Mais positif. les systèmes qui peuvent beaucoup évoluer, bouger et pas forcément s'adapter, mais en tout cas réagir à ce que font les PJ et éventuellement à ce que propose le MJ, sont ceux qui me plaisent le plus. Je suis un peu moins fan des systèmes où il y a une histoire dans laquelle on va évoluer, qui a vraiment tout prévu, tout planifié, et dans laquelle on ne fait que découvrir l'histoire. Bah, je suis d'accord, mais ça c'est une question plus sur le scénario. En fait, tu peux avoir un système ultra carré avec plein de règles et faire du bac à sable avec. En fait, du bac à sable dans du PF2, et PF2 c'est quand même assez Très cadré. Ils font beaucoup de Et PF1 aussi. PF1 c'est encore pire, on va dire. C'est largement pire. Mais moi vraiment effectivement les systèmes qui habituellement je préfère, mais encore une fois ça dépend du scénario, pareil je préfère des trucs un peu plus ouverts, un peu moins rigides, donc ça dépendra du scénario, mais ce que j'aime bien c'est les trucs ultra descriptifs. J'ai joué à un système où t'as 3 lignes littéralement sur ta fiche de perso et 3 valeurs de dés, et il faut faire moins, et c'est tout, c'est du wushu. Les animaux mignons. Oui, bah oui. Mais tu te rappelles le système, c'était quoi? C'était Fate, je crois, avec Darkling, où il fallait se lancer des... Oui, on se lançait des peluches, c'était trop bien. J'ai une collection de Tsum Tsum en peluche, et on a des points qu'on peut dépenser, et en fait au lieu de faire des petits cailloux, pour les signifier, on les donne au MJ pour faire des super actions. C'est ça, il fallait... Et nous on se lançait des avec peluches. nos actions, J'ai on avait... joué à ça, je crois. Il fallait qu'on... Ah oui, pour chaque action, on devait utiliser un point, et on pouvait rajouter d'autres compétences, mais en payant plus de points pour y arriver. On peut te donner des peluches pour dire je veux plus réussir c'est ce ça, jet. c'est un peu, je mise 3 peluches. Et C'était trop bien. J'ai joué avec, je crois que j'essayais de m'échapper d'une chambre en tant que jouet dans Toy Story. Oui, c'est vrai, la table Disney, tu nous l'avais fait sur Fate. C'était sûr. Oui, c'était sur mais Fate, pour pouvoir effectivement. utiliser les peluches. Ouais. Mais alors avec Darkling, effectivement, c'était autre chose, c'était du super-héros évidemment. Super-héros, oui. On avait fait ça, Mais c'est vrai qu'on avait fait une super table Disney qu'elle était trop bien. Mais du coup, moi ce que je préfère comme système, c'est les trucs vraiment descriptifs où tu dis, bah voilà, je fais ça, et où tu gagnes plus de points en décrivant bien ton action. Il y en a pas mal où c'est ça, et je trouve ça vachement cool. Bah, techniquement, tous le font. Il y en a, les systèmes encouragent à le faire ou pas, et ça dépend beaucoup du MJ. Ouais, voilà. C'est vrai qu'il y a beaucoup de systèmes où tu peux jouer entre joueurs inexpérimentés, faire tes actions, avoir un peu de mal, et qu'un joueur expérimenté, quand il fait une action en faisant un peu plus de description, il va avoir un bonus dans la circonstance, parce que ça va être plus intéressant. Par exemple, j'utilise mon arme avec ma deuxième main pour faire un peu plus mal, et toi, en tant que débutant, tu vas dire je veux le bourriner de toutes mes forces, aïe, et tu jettes ton dé, et c'est bien, ça fait des valeurs, et lui il va dire je vais utiliser toutes mes forces avec deux mains, et du coup il fait pour 1,5, et c'est... Ouais. Moi je vais rebondir un peu sur ce qu'il disait tout à l'heure par rapport au système bac à sable. Moi je préfère les systèmes bac à sable qui sont très systémiques. Donc ce que j'appelle systémique, c'est où tu as beaucoup de shields, des bonus, etc. Ouais. Ce qui me permet, enfin moi ce que j'aime dans les jeux de rôle, c'est pas tant le RP tout ça, c'est cool tout ça, mais c'est de créer mon personnage et de le faire évoluer au sein d'un univers. Ouais. Et donc tout ce qui est bac à sable, et avec un très gros carcan de règles, un gros carcan de règles de base, et ensuite tu fais évoluer les règles selon ton personnage. Ouais. Ça j'adore ça. Typiquement, pour donner une explication, parce que c'est peut-être un peu obscur, le jeu de rôle où j'avais mon meilleur moment dont je parlais tout à l'heure avec mon personnage qui avait créé une ville grâce à une pierre de jeu, le système était extrêmement libre. On avait un certain nombre de compétences à mettre, des points à répartir, mais les compétences... Le type des compétences, t'écrivais ce que tu voulais. C'est ce que je voulais. Donc j'ai pu faire de la magie, j'ai fait de la magie des ombres, j'ai fait de la magie du mana. Moi j'avais des magies de runes. J'ai évolué en magie des âmes, enfin je pouvais faire des trucs bizarres. Genre j'avais créé un oiseau en mana. Et c'était drôle. Et j'avais créé des portails d'ombre, et du coup mon petit oiseau il passait à travers, et j'ai inventé la poste comme ça. Mais on n'a pas encore parlé du système Pokémon Tabletop United, justement, et ce genre de système où c'est pas qu'on t'encourage à multiclasse, c'est qu'on t'interdit presque de monoclasse. Il y a à peu près toutes les classes du jeu Pokémon, donc les jongleurs qui vont changer de Pokémon régulièrement, qui sont les premiers ennemis à avoir le droit de changer de Pokémon, quasiment les seuls d'ailleurs. Il y a donc les sbires roquettes qui utilisent plutôt des techniques type poison et ce genre de choses,
qui vont se baser sur des coups bas et encore une fois ce genre de technique. Et on t'encourage à utiliser plusieurs classes et à les fusionner pour créer à peu près le personnage que tu veux. Ce qui fait que effectivement tu peux personnaliser c'est custom ton personnage à l'extrême, mais vraiment à l'extrême. Donc si tu as envie de faire un MacGyver de l'infiltration comme moi je l'avais, qui se téléporte dans tous les sens, échange de place avec ses Pokémon, les rappelle, les renvoie un peu plus loin, se replace 3 fois par tour dans le combat, tu peux, c'est incroyable. Mais si tu as envie de jouer Sacha qui capture tous les Pokémon à foison, ses Pokémon XP de manière abusive sans qu'il ait à faire trop d'efforts parce que c'est Sacha, il doit gagner, tu peux aussi le faire. C'est Sacha, si tu peux gagner contre des Pokémon. Et si tu as envie de nourrir d'Apiricube tes Pokémon, tu peux le faire, mais c'est chiant. Et sinon, vous retrouverez le lien vers le système dans la description. Alors, une question un petit peu bizarre, je sais pas si elle est vraiment pertinente, mais quelle est ta partie préférée dans une séance? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu préfères entre le combat, l'explo, le Slice of Life Ça dépend du système. Pour la plupart des systèmes dans lesquels je peux me retrouver, c'est le Theory Crafting qui vient avant ou après la séance. Le Theory Crafting d'avant séance et le débriefing d'après séance. Celui où, avec les PJ ou avec le MJ ou quoi que ce soit, je vais essayer de comprendre ce qui s'est passé et d'en extraire un maximum d'informations pour mieux me préparer à la suivante. Pour la suite. Ou alors, ça c'est quelque chose, je l'ai fait comme beaucoup de gens, j'ai fait 1 milliard de personnages que je n'ai jamais joué. Donc Pathfinder, je m'ennuie en cours, hop, on va sur le site, on prend la liste des classes qui existent. Qu'est-ce que j'ai ça au travail, c'est pas une bonne idée. Non, au travail c'est pas bien. Qu'est-ce que j'ai encore jamais fait? En cours, on va faire un moine, qu'est-ce qu'on va faire tout un moine? Qu'est-ce qu'il a comme variante? Oh, un moine judoka, c'est super. Et on fait ça, et le theory crafting d'avant séance et le débriefing d'après séance pour essayer de retirer le maximum d'informations, ça c'est ce qui me plaît le plus. C'est comme ça qu'on apprend à maîtriser un jeu. C'est comme ça qu'on gagne les compétences dans les jeux comme Pathfinder. Ouais. Et ça m'intéresse pas du tout. Alors que c'est un peu notre façon de vivre des fois. Oui, et je vous regarde avec de grands yeux, et c'est tout. Enfin, mais moi ça m'intéresse pas du tout. Toi, je suppose que c'est un peu pareil. C'est un peu la même réponse, c'est théorie crafter nos personnages. Moi, ce que j'aime bien au contraire, c'est faire vivre mon personnage, qu'il vive des aventures, qu'il ait des vrais trucs à faire, qu'il prenne vie en fait. Ce qui m'intéresse, c'est pas tant ses compétences, ses machins, ses trucs, ça je m'en fous un peu en vrai. Mais ce que j'aime, c'est qu'il puisse vivre sa vie, évoluer, avoir un vrai caractère. Moi, c'est plus le caractère qui m'intéresse. C'est comme ça qu'on se retrouve dans des tables où on a un gobelin qui fait des concerts et autres. À côté de ça, t'as une petite mage qui crafte des trucs, qui convoque des élémentaires pour faire une salle de bain. Et qui renonce à des savoirs. Et qui commence à du savoir pour des objets d'invocation. Vous savez, ça c'est pas bien ça, on t'a dit. Alors, une question un peu double parce que j'avais déjà noté cette différence avant que t'en parles tout à l'heure, mais que doit avoir comme qualité un scénario pour être un bon scénario? Que ce soit au niveau d'une séance, donc de la petite unité, ou d'une campagne. Alors je vais différencier 3 types de scénarios. Déjà, tu as un scénario pour débutants, où il te faut dans ce cas-là un scénario assez railroadé, qui soit assez facile à appréhender, pour pouvoir faire découvrir. Parce que tu vas pas mettre un bac à sable à des débutants, ils vont pas savoir quoi faire, ça va les dérouter, ça va les dégoûter. Ils vont goûter le sable, ils vont manger le sable et ça va pas leur plaire, c'est normal. En général, je dis pas par exception. Des génies intersidéraux ont réussi à faire le système Majora dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Il faut que le MJ il ait une direction où aller. Genre, je veux que les PJ à la fin ils soient à peu près par là. Quelques petites directives pour y accéder, mais il faut pas que ce soit dans un carcan. Et surtout, il faut savoir s'écarter de ce qu'on a prévu si les joueurs décident de s'en écarter. C'est un peu le problème des campagnes écrites, ça. C'est compliqué. Surtout quand tu es sur une campagne écrite. Campagnes écrites sont en général railroadées et c'est le principe. Rien qui me vienne à l'esprit pour ce qui fait un bon scénario, beaucoup de choses qui me viennent à l'esprit pour ce qui en fait un mauvais. Ça va beaucoup dépendre du MJ en fait. On va surtout le décrire à la négation, le bon scénario. Il m'a pas enfermé dans un gameplay, il m'a pas forcé à jouer ça, on n'était pas chacun notre tour utile parce qu'il mettait pile ce qu'il nous fallait bien au bon moment. Tu vois, le mauvais scénario, il a des monstres, il a des trésors, c'est porte-monstre trésor. Le bon mauvais scénario. Alors que le bon scénario, il a des portes, il a des donjons, il y a des trésors, c'est un bon scénario. C'est dur de faire la différence entre les deux. Le vrai résultat, c'est que quand tu sors d'un mauvais scénario, t'es blasé et c'était nul, alors que quand tu sors d'un bon scénario, t'avais une bonne expérience, sauf que
Tu l'as vécu de manière très subjective le scénario, et objectivement, même s'il y a des traits généraux comme le fait que le scénario va pas se répéter 15 000 fois sur la manière dont il va te récompenser ou te défier, il va ne pas t'enfermer dans une seule direction sur un seul rail bien guidé. Il y a plein de petits détails comme ça qu'on pourrait donner, mais il n'y a pas vraiment de bonne directive générale, parce que justement, s'il y a une bonne directive à suivre, quand tu la suis, tu tombes dans quelque chose de trop facile ou trop convenu, et c'est pas terrible. Mais tout le monde sait que de toute façon, la route qu'il faut prendre, c'est la petite détournée là qui fait 36 lacets et qui permet... Ah non, ça c'était dans un avant, pardon. Pas en avant, ouais. Voir la vidéo dans le petit i qui est là. Je dirais que un bon scénario s'adapte aux joueurs et à ce que les joueurs attendent du scénario. Tu vas pas mettre 36 000 combats sur un jeu d'ambiance. Et paradoxalement, parfois c'est l'inverse, parce que quand on pense à un univers qui est vraiment tourné autour du combat et de l'action, et qu'on peut en pondre une table presque totalement sociale avec succès, ça peut donner un scénario génial. Il faut que les joueurs soient au courant et acceptent ça. Ouais, et... J'ai envie de te contredire parce que j'ai un exemple en tête. Bah vas-y. J'ai un exemple en tête, la table dont on parlait depuis le début, la Majora, c'est pas vraiment de l'action, alors que Zelda... Ouais. C'est de l'aventure, de l'action, le... Oui, mais c'est pas. Est-ce que c'est ce qu'on t'a vendu? Est-ce qu'on t'a vendu de faire du Zelda en scénario? Beaucoup, ouais. On m'a beaucoup dit que j'allais pouvoir faire du bac à sable dans l'univers Zelda et que j'allais avoir toute l'action que je voulais. Alors j'ai eu toute l'action que je voulais, c'est sûr et certain, mais une chose est sûre, je m'attendais pas du tout à quel point le social allait être beaucoup plus prédominant que dans les jeux. Et ça a été le 100% de ce qui m'a plu. J'ai une anecdote aussi, c'était un pote qui avait fait un scénario dans du Pathfinder, et on jouait des croisés qui allaient péter des diables. Et on était deux groupes à faire cette campagne en parallèle. Pas dans le même univers, mais c'est juste la même campagne et deux groupes différents. Et il se trouve qu'à un moment de l'histoire, assez rapidement, au bout d'un quart de toute la campagne, il y a quelque chose qui fait que toute la campagne est changée. Et c'est pas du tout à ce que tu t'attendais au début. On était dans un univers médiéval fantastique standard. On est passé dans de la science-fiction avec des vaisseaux spatiaux. Ouais, on est parti dans l'espace. Et y a des PJ, ils ont juste arrêté parce que c'est pas ce qu'on leur avait vendu à la base. Mais bon, on va dire que pour faire simple, il n'y a pas de bonne réponse. Il n'y a pas de bonne réponse. Bah non, il n'y a jamais une bonne réponse. Et c'est bien pour ça que j'ai dit selon vous. En plus, c'est selon aussi vos goûts personnels. Et moi, ma réponse, elle sera encore une fois assez différente de la vôtre. C'est justement une table, une séance qui serait équilibrée entre faire du social et du combat. J'aime pas quand dans ma table, je me dis on a fait un seul truc. Alors quand on fait une belle enquête, ok, c'est cool. Mais j'aime bien qu'il y ait besoin. Oui, mais si c'était le combat final, tu vois. Ouais, mais si le combat il a duré pendant 4 heures, c'est que, à un moment, je me suis forcément ennuyée en fait. Il y a certaines tables où la situation propose une énigme, un obstacle à surmonter, et où on commence à réfléchir d'abord en tant que perso, puis en tant que PJ, et la table se transforme en 2 heures de theorycraft. Ça, c'est un truc qui parfois est insupportable pour tout le monde. Les gens disent mais on n'avance pas, on fait rien et c'est pénible. Mais c'est parmi les meilleurs moments. C'est les moments que tu vas te souvenir en fait. C'est parmi les meilleurs moments pour moi. Certains sont parmi les meilleurs moments parce que c'est là qu'on a redoublé d'inventivité pour produire en fait le meilleur qu'on avait à notre disposition dans tout ce qui existait dans le système. Le pire ennemi ever des tables, c'est les portes fermées. J'aurais dit le manque d'inspiration, mais... Aussi, mais justement... ton plus puissant ennemi, c'est la porte fermée. C'est celui qui va te faire le plus réfléchir en moyenne. Mais une porte fermée, c'est un bon allié, ça te sépare souvent de la salle des gardes. Mais justement... Ah oui, c'était l'autre fois, ça, on a tellement fait ça. Le move le plus classique d'une table, j'ouvre la porte, les gardes se tournent vers toi, je ferme la porte. Typiquement, il faut que dans un donjon, toutes les salles soient un minimum intéressantes, que t'aies pas juste des salles vides à traverser à l'appel. T'aimes pas les 17 salles de repos inutilisées depuis 17 ans? Ouais, voilà. Avec les draps qui n'ont pas été changés, qui sont gras des gobelins qui sont venus squatter tous les 2 ans. Et que tu fouilles malgré tout parce que tu aimes le loot. Oui, parce que peut-être qu'il y a une épée en or parmi les épées en fer rouillées. Peut-être que celle qui brille, c'est que, si elle est si rouge, c'est qu'elle est en cuivre et pas rouillée. Bien sûr. C'est non. Quelles sont, selon vous, les qualités qui font qu'un MJ est un bon MJ? J'aurais une unique, une double. Il écoute ses joueurs et il en tient compte. Ouais.
Pour la majorité des gens, je pense que ce serait ça, avec une exception très notable pour les joueurs qui ne sont pas oubliés, veulent juste avoir un univers extrêmement carré sur lequel ils peuvent évoluer sans surprise, mais pour la très grande majorité, je dirais Mais que... ça marche quand même, sa définition. Parce qu'il faut avoir écouté le PJ et... Oui et non, parce qu'un PJ qui pense comme ça, qui n'a pas envie que le MJ s'adapte à un autre PJ... Ah oui, non mais alors après, il faut encore que tout le monde s'entende autour de la table. C'est pas que pareil. le MJ, c'est aussi autour des PJ. Mais pour la plupart des PJ, du coup, je suis assez d'accord avec toi. Mais pour moi, ça suffit pas en fait, parce que t'as des gens qui essaient et malgré tout, ça va... Non mais malgré ça, ils le font. Minimum de compétences, on va dire. Oui, mais de compétences en quoi du coup? Pour moi, il y a le côté storytelling. T'as du storytelling, il faut savoir t'adapter aux décisions des joueurs, parce que ça c'est pas facile. Réagir en vrai, c'est dur. Surtout quand t'essaies de mettre un scénario, enfin un système vachement descriptif en place. C'est vrai que ça c'est terrible. Savoir réagir, c'est super dur. C'est vrai que c'est terrible, mais une barrière assez énervée au rôle de MJ, c'est qu'il faut être un relativement bon acteur et quasiment un sociopathe parfois pour réagir à ce que font les joueurs d'une manière qui les garde immergés dans l'action. Ouais. Et le fait d'être capable de jouer tout ça, donc il y a des très bons MJ qui n'ont absolument pas les jeux d'acteurs et qui arrivent à proposer des super expériences aux joueurs quand même, mais dans ce qui ferait, enfin je vois ça comme un défaut, dans ce qui ferait pour moi un MJ parfait. Un bon MJ, il y en a sûrement tout un tas, mais un MJ parfait, il y a quand même cet aspect-là d'être un bon acteur et un bon storyteller. Oui, et surtout avoir une très bonne perception sociale de PJ et de manière générale des personnages. Une bonne réactivité, ouais, comme on disait, puisqu'il faut quand même... Et ça, c'est très difficile. Je prends mon voisin et je tape sur le bonhomme qui est devant moi avec... Ah. Les PJ attaquent le donneur de quête. Ça, c'est arrivé tellement Alors... souvent. Table, bac à sable. Quelque chose qui est difficile à vivre en tant que MJ d'ailleurs, et je sais pas comment bien réagir à ça, c'est quand les MJ vont vraiment très fort à l'encontre de ton scénario que tu as prévu, quand les PJ vont vraiment très fort à l'encontre de ton scénario, que tu avais prévu de la souplesse, mais pas là, et que, tu vas devoir à un moment... on te rapproche... respawn quelqu'un Non, c'est pas ça, c'est on te rapproche doucement du ravin de ok, on arrête la table là parce qu'il faut que je réfléchisse. Reculer petit à petit en essayant de trouver les bonnes réponses pour ne pas arrêter la table maintenant, continuer l'expérience, ne pas interrompre l'action. Ah bah on a eu ça, c'est dur ça. On a eu ça récemment, on était arrivé dans une ville, on était censé plus ou moins régler le problème de la ville, puis on a dit on reviendra sait plus pas tard. comment faire, allez salut. Le MJ il était en mode j'avais prévu que vous passiez les 4 heures là-dessus en fait, aujourd'hui j'ai pas préparé la suite moi. Faut pas avoir peur de faire ça en vrai. Une question un peu plus philosophique, à quoi sert le jeu de rôle dans ta vie pour toi? Pour moi c'est un pur divertissement, c'est vraiment juste pour m'amuser avec... C'est un jeu de société presque comme un autre, avec ses qualités et ses défauts, et j'ai envie de m'amuser, de me plonger dans un univers, je peux le faire, tout comme avec, je ne sais pas moi, Pokémon Zelda par exemple, pourquoi pas. J'ai envie de mettre au défi un autre jeu, un de mes amis qui va du coup être un autre joueur de la table peut le faire. Enfin, c'est juste un jeu. Ça va aller du passe-temps à l'occupation, au truc qui va me faire m'empêcher de dormir, mais ça reste juste un jeu. Pour moi, il n'y a pas beaucoup plus d'enjeux dans le jeu de rôle pour moi dans ma vie. Oui. Après. Ça a quand même plein de vertus sur le jeu d'acteur déjà, l'imagination, c'est l'interaction sociale. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est que le jeu de rôle pour moi dans ma vie? Des bons moments et du jeu. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, enfin ça représente à peu près la même chose pour moi. Je me dis que je me verrais pas ne plus jamais en faire, mais si on me disait que je peux pas en faire pendant 2 mois, je dirais hey, j'ai d'autres jeux, c'est pas dramatique. Mais ça reste un jeu qui est vachement social, surtout quand on a la chance de pouvoir le faire dans la même pièce. Pour le coup, on en fait plus maintenant sur internet malheureusement. Bon, en ce moment c'est plutôt pas un mal, puisque du coup on a pas... Restez chez vous les enfants, restez chez vous. Mais du coup là c'est plutôt bien parce que c'est comme d'habitude finalement, ça a pas trop impacté notre pratique du jeu de rôle. Mais c'est vraiment cool de se retrouver, on mangeait, enfin quand on en faisait beaucoup, on mangeait tous ensemble avant.
Ça fait quand même des moments vachement conviviaux, super sympas, qui créent des liens aussi. Dans la jauge du j'aime le jeu de rôle, je suis fan du jeu de rôle, je suis un fanatique, moi je suis plus proche de la dernière, tu vois. Ouais. Bon, en dehors de ce que tu disais, que je rejoins pas mal sur le fait que ça permet de rencontrer des gens, de sociabiliser un peu, tout ça. Bah moi c'est ma passion en fait, c'est ce qui me permet, de temps en temps je m'ennuie, bah, je crappe des personnages. De temps en temps je m'ennuie, je lis du jeu de rôle. Ouais. Je suis pas beaucoup de news en général, mais je suis les news du jeu de rôle. Ouais, et de Pathfinder, hein, parce que là pour le coup, t'es quand même un vrai fanboy. Hein. L'un des avantages du jeu de rôle, c'est que c'est quand même les briques et le ciment pour faire à peu près n'importe quelle construction fantaisiste. Du coup, c'est quand même un puits assez infini de lecture et d'imaginaire plutôt. Du coup, le temps, genre, investir son temps, perdre du temps dans le jeu de rôle, ou mettre du temps dans le jeu de rôle, à juste lire et lire encore. Pas de gros mots ici, s'il vous plaît. Encore et encore, enfin même sans l'aspect de créer les personnages, juste aller voir ce que d'autres personnes ont fait, que ce soit des scénarios, des récits qui se mettent dans l'univers ou sur la chose. Il y a vraiment tout un monde à découvrir. C'est du storytelling. Hein. Oui. Et quand t'aimes les histoires, et tu veux y participer. C'est parti. Après le jeu de rôle, pour l'aspect acting et pour l'aspect compétences sociales, on va dire, c'est quelque chose sur lequel je joue beaucoup. J'aime bien dans mes interactions avec les gens autour de moi, de manière très légère et pleine de déconne, mettre un peu de jeu de rôle, avoir des interactions sociales qui sont vraiment totalement fausses, mais spontanément en fait, jouer un rôle avec des gens autour de moi. C'est quelque chose que tout le monde ne fait pas, ça a l'air bête dit comme ça, mais c'est quelque chose que tout le monde ne fait pas et qui en... Ouais. Je pense qu'on a fait à peu près le tour sur des petites questions que j'avais préparées. Ah ouais 10 déjà 10 hein, ouais. Ça me va. Du coup, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et on se fera une joie de faire une deuxième vidéo pour y répondre, je pense que... Sinon, j'aimerais vous parler d'un jeu qui est bien, qui s'appelle Pokémon Tabletop United. A bientôt dans une prochaine vidéo. Des bisous.